est-on en pleine hypocrisie? L'image du jour, Joe Biden arrive à Vilnius. Vilnius, c'est la capitale de la Lituanie. On les confond souvent les trois. Le voici, Joe Biden, à son arrivée dans l'un de ces 3 États baltes. Rappelons-le, là, on est en première ligne face à la frontière russe. Les États baltes sont en première ligne dans cette guerre. C'est ce qu'on appelle les États de la première ligne. Et c'est donc dans l'un des 3, en Lituanie, que se tiendra ce sommet très attendu. 31 pays qui constituent l'OTAN. Et Joe Biden a fait l'actualité puisque on lui a demandé est-ce que l'Ukraine peut adhérer à l'OTAN? Est-ce que l'Ukraine doit adhérer à l'OTAN? Est-ce que c'est le message que doit envoyer l'OTAN à l'Ukraine lors de ce sommet qui se tiendra demain et après-demain, que vous suivrez en détail sur LCI? Et il a répondu non. L'Ukraine ne doit pas. En ce moment, on n'est pas prêt pour une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et ça a provoqué beaucoup de réactions. On est en plein faux débat. Mais vous allez nous dire si on se trompe dans notre analyse. On se paye de mots. Voyons pourquoi d'abord les faits, les indispensables. Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Qu'a dit exactement Joe Biden? Eh bien, le président américain était interrogé hier soir chez nos confrères de CNN sur l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'Alliance. Et sa réponse est on ne peut plus claire. Regardez, l'Ukraine n'est pas prête. Il n'y a pas d'unanimité au sein de l'OTAN pour intégrer ou non l'Ukraine dans la famille maintenant, au milieu d'une guerre. Les mots sont forts. À la veille du sommet de Vilnius, ils font la une des journaux américains, bien sûr. Regardez le New York Times, mais également en France ou encore en Allemagne. Pourtant, Joe Biden n'a fait que répéter ce qu'il a dit précédemment de nombreuses fois. L'Ukraine n'intégrera pas l'OTAN tant que la guerre durera. On pourrait même dire l'Ukraine ne peut pas intégrer l'Alliance aujourd'hui. Sinon, l'adhésion de l'Ukraine entraînerait automatiquement tous les alliés dans un conflit direct avec la Russie. C'est le fondement même de l'article 5 du traité de l'OTAN. Une attaque armée contre l'une ou plusieurs parties sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. En conséquence, elles conviennent que chacune d'elles assistera la partie ou les parties attaquées en prenant aussitôt telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée. Et cette position, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, eh bien, elle ne fait pas débat au sein de l'Alliance. Pour Paris ou encore Londres, l'idée est d'intégrer l'Ukraine dès l'instant où la guerre sera terminée. Cela peut être dans des mois, voire des années, mais en aucun cas cela peut se faire aujourd'hui. Même la Pologne, qui a milité pendant des mois à une adhésion immédiate de l'Ukraine, semble être convaincue ces dernières heures. L'Ukraine ne deviendra pas membre de l'OTAN du jour au lendemain, a déclaré hier Marcin Przydac, le vice-ministre polonais des Affaires étrangères. Les seuls encore qui poussent pour intégrer l'Ukraine dès aujourd'hui dans l'OTAN, eh bien, ce sont les pays baltes, comme la première ministre estonienne Kaja Kallas. Écoutez, c'était il y a quelques jours. I'm of the opinion that we should end the grey zones in Europe because grey zones are a source of conflict and war. So if we want to have peace, then NATO's membership is the only security guarantee and the cheapest security guarantee that there is. Mais est-ce que l'Ukraine, elle, cherche, souhaite, demande une adhésion dans les tout prochains jours? Bien non, le président ukrainien ne se fait pas d'illusions. Il est bien conscient que son pays ne rentrera pas ni cette semaine, ni dans les prochaines semaines dans l'OTAN. D'ailleurs, hier, lors d'un entretien chez nos confrères britanniques d'ABC, il parle désormais de garantie de sécurité. Écoutez. Ukraine should get clear security guarantees while it is not in NATO. And that is a very important point. In this case, it's obvious that I'll be there and I'll be doing whatever I can. I don't want to go to Vilnius for fun. Alors ces garanties de sécurité, elles ont été proposées ces dernières semaines, notamment par Paris. On ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait. Eh bien aujourd'hui, les lignes se dessinent à peine. C'est une garantie que nous allons pour très longtemps encore équiper l'armée ukrainienne, la financer, la conseiller, la former pour qu'elle dissuade toute agression future, a déclaré un haut diplomate de l'OTAN au journal Politico. Merci Quentin. Yves, ancien ambassadeur à l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, si on vous a demandé de venir, c'est pour nous éclairer sur ce point.
parler de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN aujourd'hui? C'est bien un faux débat. En fait, c'est effectivement Zelensky qui en parlait beaucoup dans les dernières semaines. Il disait il menaçait même de ne pas venir à Vilnius s'il n'y avait pas d'avancée quant à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais en même temps, il savait très bien, les Américains l'ont dit et répété, les Allemands récemment encore, que l'adhésion, c'était pas pour tout de suite. Alors, il faut s'expliquer un petit peu, parce que... Pourquoi est-ce qu'on parle? Pourquoi est-ce qu'il y a ce débat sur pour ou contre ces réactions à propos de Biden, mais comment l'Ukraine ne peut pas adhérer alors que tout le monde, à cause de l'article 5, finalement en convient? Il faut dire aussi que les 3 pays baltes qui ont été cités, eux, plaidaient pour une adhésion. Vous avez entendu la présidente de Lituanie, la zone grise. Aujourd'hui, l'Ukraine est dans une zone grise. Elle fait l'objet d'une aide massive des pays occidentaux, mais elle n'est pas dans l'OTAN. Donc elle est dans une zone grise. Et les Baltes s'en inquiètent. Donc le débat, c'est parce qu'au sein de l'OTAN, certains pays voulaient qu'on pousse un peu les choses. Alors, pour entrer dans l'OTAN, il y a plusieurs conditions. La première, c'est effectivement ne pas être en guerre, parce que sinon, c'est l'OTAN qui entre en guerre contre la Russie. Une autre traditionnelle, c'est d'assurer, je parle sous le contrôle des militaires, l'interopérabilité et avoir une armée de type otanien. Alors, on peut considérer qu'aujourd'hui, une grande partie de l'armée ukrainienne est quasiment de niveau otanien, puisqu'elle a fait l'objet, déjà depuis 2014, et beaucoup plus depuis 2022, d'énormément d'assistance des pays membres de l'OTAN, de l'Union européenne, etc. Et puis, alors c'est ça qui est plus surprenant, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la déclaration de M. Biden, ça n'a pas été repris ici, il a ajouté une autre condition qui est la démocratisation. Ce qui est un petit peu intéressant, en tout cas du côté français ou du côté de certains pays européens, on n'a pas évoqué cette clause. Effectivement, il faut être un pays démocratique. Encore, quand on regarde la Turquie, on peut s'interroger. Même s'il y a eu des élections démocratiques, un vrai débat démocratique en Turquie il y a juste quelques semaines. Mais cette condition politique, Biden l'a évoquée comme s'il avait besoin, en plus, d'ajouter, alors ça fait allusion peut-être à la corruption, au système politique ukrainien. Il a ajouté cette condition-là. Mais de toute façon, et c'est ce qui a été dit aussi, ce qui importe à l'Ukraine maintenant, c'est plutôt des garanties de sécurité à court terme et à moyen terme, jusqu'à ce que la paix suive. Et cela, finalement, comme ça a été dit aussi, c'est la continuation, mais peut-être plus fortement encore, de ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ça. Les livraisons d'armes, les formations, les munitions, le renseignement, tout ça, ce sont des garanties de sécurité, mais qui sont accordées maintenant, j'allais dire, au fur et à mesure et à la demande, et qu'il faudrait sans doute formaliser. Et on croit savoir qu'il y a un groupe de 4 pays qu'on appelle le Quad, c'est-à-dire les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Pour formaliser cela. Pour formaliser, alors peut-être même pas directement dans le cas de l'OTAN, mais peut-être à côté, et qui pourrait être annoncé dans les jours qui viennent. Bon, Général Trinquant, quand on dit grand 1, personne, à part les pays baltes, et encore, on sent bien aussi que leur position est moins affirmée qu'avant, n'imagine que l'Ukraine peut rentrer dans l'OTAN aujourd'hui à cause de l'article 5. Et grand 2, il y a en revanche une sorte de consensus pour que, sitôt la guerre terminée, l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Est-ce qu'on se trompe? Non, je crois qu'on a raison. En revanche, vous me permettrez une petite parenthèse pour ne pas faire la confusion entre le rôle de l'OTAN et le soutien actuel à l'Ukraine. Le soutien actuel à l'Ukraine, c'est pas l'OTAN. C'est vrai. Ce sont les pays en bilatéral et l'Union européenne, dont personne ne parle. Alors que l'Union européenne dépense beaucoup d'argent pour soutenir directement l'Ukraine. Le rôle de l'OTAN, c'est d'assurer la défense des pays de l'OTAN. Donc c'est autre chose. Donc quand on parle de l'OTAN et de l'Ukraine, c'est le futur. Et le futur, c'est effectivement un mécanisme qui le protège. Mais je dis ça parce que tout à l'heure, je voyais un haut dignitaire de l'OTAN qui parlait des livraisons d'armes à l'Ukraine. Pardonnez-moi, mais l'OTAN n'a pas à dire ça. Parce que sinon, on donne raison au langage du président Poutine, qui est que l'OTAN est en guerre contre la Russie. Or, ça n'est pas le cas. L'OTAN protège les pays, dont les pays baltes, etc., et envisage, à terme, de pouvoir faire entrer l'Ukraine lorsqu'il n'y aura plus de guerre. Et en attendant, bilatéralement, les pays aident en donnant de l'armement, de l'argent, etc.,
L'Union européenne le fait également. Et puis, il peut y avoir des mécanismes, comme vous parliez du Quad, des mécanismes qui vont assurer la sécurité de l'Ukraine en attendant qu'elle rentre dans l'OTAN. Mais il faut bien séparer les deux, à mon avis. Bon. Romain, Vera ? Oui, rapidement, il faut avoir en tête que intégrer l'OTAN, c'est un processus qui est extrêmement long et extrêmement complexe. Au-delà de la décision politique, c'est-à-dire que les membres doivent être unanimes pour intégrer un nouveau pays, derrière, il y a tout un cahier des charges qui est assez précis, assez pointu. Donc il y a des audits qui sont faits dans les armées, mais pas que, pour vérifier qu'il n'y a pas trop de corruption, que quand on nomme des officiers, ce ne soient pas des gens qui puissent menacer le pouvoir civil, qu'il y a une vraie distinction entre les autorités civiles et les autorités militaires, etc., etc. Et donc, avant de pouvoir intégrer l'OTAN, le jour où on dit « OK, vous pouvez rentrer », il y aura encore des années pour vérifier que toutes ces choses-là, elles sont bien validées. Il n'y aura pas quand même une accélération du calendrier, étant donné les circonstances ? Ça dépend de la vitesse à laquelle ils réforment leur gouvernance, etc. Alors, il y a de fortes chances que ça se passe assez vite parce que les Ukrainiens sont très dynamiques là-dessus, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Pour la Finlande, c'était très vite. La Suède est bloquée par la Turquie, mais c'est vrai que Finlande et Suède, c'est des pays démocratiques où effectivement toutes les garanties sont respectées. Et sur la question du débat sur l'intégration de l'Ukraine et de la Géorgie, c'est une question qui se pose depuis 2007-2008. Il y avait déjà à l'époque des pays qui étaient très partisans. Les pays baltes, la Pologne, la Bulgarie, les États-Unis, c'est beaucoup, en disant en fait ces deux pays-là sont menacés par la Russie et le seul moyen qu'ils puissent être protégés, c'est de les intégrer dans l'OTAN. Et il y avait notamment sur l'Ukraine 2 pays qui étaient vent debout contre l'intégration. On a fait cette histoire, l'Allemagne et la France. Et c'est parce qu'on a ouvert la porte en disant oui, l'Ukraine a vocation à entrer dans l'OTAN, mais pas pour l'instant pour contenter Paris et Berlin. C'est ce qu'on appelle la zone grise. C'est-à-dire qu'on a agité le chiffon rouge pour la Russie, tout en ne donnant pas la protection à l'Ukraine, puisqu'elle n'a pas intégré l'OTAN. C'est exactement ce que disait la solution intermédiaire qui était la pire des... C'est ce que disait la présidente de Lituanie. Quand elle parle de zone grise, elle pense certainement à l'Ukraine en 2008. Non, on va pas refaire l'histoire qu'on a fait souvent. Juste, c'est pas pour ça que la Russie a envahi. C'est-à-dire qu'avant même toutes ces discussions, ils avaient déjà attaqué en Géorgie. Non, bien sûr. Mais enfin... On a agité un chiffon rouge de plus sous le nez de la Russie, tout en ne garantissant aucune protection à l'Ukraine. Donc, et puis, les divisions occidentales ont nourri le sentiment russe aussi que l'Occident était divisé et qu'il ne se passerait rien. Vera ? Je voulais juste ajouter que ce débat qu'on a et qu'on observe sur l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, ça montre à quel point la propagande de Poutine sur l'expansion de l'OTAN est fausse, en fait. Parce que depuis des années, Poutine essayait de présenter les choses comme les États-Unis avançaient leur intérêt par l'Europe, par l'Ukraine. L'Ukraine, c'était juste un outil pour expandre, en fait, les intérêts américains, mais en fait, quand on voit comment ça se passe dedans, au sein de l'association, on voit que c'est très compliqué, c'est un processus très long. Il y a les débats, il y a différents points de vue, même au sein du pouvoir américain, il y a différents positionnements apparemment. Il y a aussi des gens qui sont pas très pour, les gens qui doutent. Donc c'est pas du tout quelque élargissement de l'OTAN qui avance vers la Russie pour menacer la Russie, mais c'est le processus de négociation entre un État souverain et une organisation qui aussi évalue les risques et les problèmes qu'elle peut avoir en intégrant un pays comme l'Ukraine. Bien, les élus qui se sont rendus sur le front sont rares, très rares même, et l'un d'entre eux va nous rejoindre maintenant parce qu'il revient du front. Il s'agit de Philippe Folliot, qui est sénateur du Tarn et qui est président du groupe des libéraux et démocrates de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Bonsoir Philippe Folliot, merci d'être avec nous. Vous y étiez il y a quelques heures encore là-bas. Pas quelques heures, mais je suis arrivé samedi, j'y étais encore vendredi. Voilà. Vous y étiez encore vendredi, c'est la deuxième fois que vous y allez. Oui. Vous y étiez déjà il y a 6 mois. Oui. Et vous avez pu approcher vraiment tout près du front. Ma première question est toute simple. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Écoutez, la première chose que je tiens à dire, c'est que je ne suis pas allé seul. Nous étions 2. Et il y avait une forte dimension symbolique, puisque j'étais accompagné de Markus Faber, qui est député au Bundestag. Et donc, c'est justement, vous parliez à l'instant de l'OTAN, et c'est dans le cadre d'une réunion de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN où nous avons décidé donc ensemble d'y revenir, puisque lui aussi était allé au front, et donc, comme moi, en début d'année. Et vous étiez du côté de Zaporijjia, qui est une des 3 grosses batailles qui se jouent actuellement. Donc, qu'est-ce qui vous a le plus marqué là-bas ? Ce qui m'a marqué, c'est la détermination. La détermination des soldats ukrainiens. Ce qui m'a marqué aussi, c'est leurs attentes très fortes en matière de matériel, parce qu'ils ont des besoins. Ils ont expliqué comment les choses se passaient.
Comment pour eux c'était difficile sur le terrain. Parce que la contre-offensive dont on parle aujourd'hui, elle n'a pas commencé. En fait, si vous me permettez l'image, il y a un mur. Et les Ukrainiens, ils tapent sur ce mur à différents endroits pour voir l'endroit où ce mur sera friable. Et le moment venu, ils mettront tous leurs moyens pour attaquer à cet endroit friable pour créer une brèche. Mais simplement, la difficulté est très importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est par rapport au système de défense russe qui s'est organisé. Il ne faut pas croire que les Russes sont totalement arriérés et que les Russes restent en latente et qu'ils regardent les choses passer. On a longuement parlé de ces lignes de défense, les dents de dragon, les tranchées, les bunkers. On l'a largement. C'est à ça que vous faites allusion. Entre autres. Mais aussi au fait que les Russes tiennent la troisième dimension. Et donc... La troisième dimension. C'est-à-dire les forces aériennes. Et que par rapport à cela, il y a un élément qui est un élément essentiel pour les Ukrainiens. C'est de pouvoir disposer de plus de moyens. Tout d'abord, des moyens aériens. Pour pouvoir faire face... donc à la supériorité russe par rapport à cela. Parce qu'ils ne s'en servent pas beaucoup, hein, les Russes. Non. De leurs hélicos, de leurs avions, c'est ce que disait le général Trinquant tout à l'heure. Pour l'instant, ce n'est pas une guerre qui se passe dans le ciel. Non, sur les hélicoptères, sur le terrain, ce que nous disent les militaires ukrainiens, c'est qu'ils s'en servent près de la ligne de front, de manière tout à fait effective. Et même s'il y a peu... j'allais dire d'incursion sur le territoire ukrainien à proprement parler, eh bien les Russes utilisent de manière tout à fait importante leur aviation et avec des missiles hors air-sol font tout le travail qu'ils doivent faire pour essayer donc de progresser. Mais est-ce que les Ukrainiens, s'il y a un domaine où ils sont plutôt bien équipés, est-ce que ça n'est pas les missiles solaires, les missiles de défense antiaérienne, où vous avez constaté, là aussi, qu'il fallait leur livrer beaucoup plus? Oui. Par rapport à cela, nous avons pu assister à Kiev aller à une démonstration et une présentation du système Guépard. Et puis surtout, le dernier jour, nous avons pu assister à une présentation du système Patriot. Pour moi, je ne connaissais pas, très honnêtement. C'est considéré comme le nec plus ultra de la défense antiaérienne. Et c'est assez impressionnant. Donc de voir, parce que nous a amené là-bas au dernier moment, parce que nous ne savions pas ce que nous allions voir et où nous allions. Mais c'est vrai que ce sont des moyens qui sont des moyens particulièrement importants. Il leur en faut. Ils nous ont dit du reste par rapport à cela que les missiles Crotale nouvelle génération que nous avons envoyés sont très utiles, que le système Mamba franco-italien est lui aussi très utile, moins performant que les Patriotes. Mais l'élément intéressant et important par rapport à notre visite, c'est qu'avec Marcus, nous sommes allés au plus près du front et nous avons rencontré les unités qui servent donc des chars Léopard et les AMX-10 RC que nous avons livrés. Les chars français qui ne sont pas de la même catégorie. Qui ne sont pas de la même catégorie. Et par rapport à cela, c'était quand même quelque chose de tout à fait intéressant. Nous avons, d'une part, un élément qui était un élément intéressant, c'est que par rapport à la désinformation engagée par les Russes, vous savez, ces images qui ont tourné en boucle peut-être ici aussi, où les Russes ironisaient sur la débâcle, entre guillemets, des léopards, etc., etc. Nous avons vu de nos propres yeux un des 2 chars léopards qui avait été atteint par une roquette anti-char russe. Qu'est-ce qu'on a pu constater ? C'est les témoignages des soldats ukrainiens. Ils disent plus jamais on va remonter dans un char russe. Maintenant qu'on a goûté au Léopard, si vous me permettez l'expression, ils avaient une Lada, maintenant ils ont une BMW, ils ne vont pas quitter la BMW pour revenir à la Lada. Ça, c'est le premier point. Parce qu'ils s'y sentent protégés. Ceux qui nous ont dit... Soyons patriotes. Ceux qui nous ont dit, mais le Léopard est allemand, alors c'est pour ça que je parle de BMW. Ce qu'ils nous ont dit, je veux dire de manière très précise, c'est que ce char est resté bloqué pendant 2 heures. En fait, nous avons pu constater le trou qu'il y avait dans le blindage, qui a endommagé les systèmes informatiques,
Mais ils ont fait les réparations d'usage et 2 heures après, le char était à nouveau au combat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Donc vive le char occidental. Oui, et qui est important pour eux, mais qui, pour le moment, est sous-utilisé. Et sous-utilisé, pourquoi ? Parce que la brèche n'a pas été encore effectuée. Ils ne sont pas rentrés dans cette phase-là, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. En fait. Et donc, en fonction de cela, ils ne jouent pas le rôle qu'ils pourront jouer plus tard. Philippe Folliot, la question que je voulais vous poser, parce que vous revenez du front en disant « nous devons faire plus dans les livraisons d'armes ». On ne veut pas faire plus ou on ne peut pas faire plus, selon vous, parce qu'on dit beaucoup que nos capacités de production et les capacités de notre armée de terre ne nous permettent peut-être pas d'en faire plus. Écoutez, c'est tout le syndrome de la MX-10. Je veux dire, le char léger, entre guillemets, français. Que la France envoyait. Ce char, très honnêtement, si je reste dans les comparaisons automobiles, en fait, nous avons livré une BX. Une BX, bonne vieille Citroën, d'il y a 40 ans, c'est mieux qu'une Lada, mais c'est pas comparable avec une BMW. Et donc, simplement, c'est pas adapté. C'est pas un char d'assaut. C'est pas un char, mais c'est pas adapté. Surtout, parce que c'est un blindé léger de reconnaissance. Oui, mais c'est pas adapté. Et donc, aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas la brèche, ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est le premier point. Pas fait pour ça. Mais le deuxième point, c'est que ça a permis une chose. C'est un aspect politique, psychologique et symbolique fort, c'est que la décision de la France de livrer des AMX-10 RC, c'est ce qui a déclenché le reste. Ça, c'est un élément positif. Et les Ukrainiens le reconnaissent. Mais par contre, quand on forme des pilotes ukrainiens en France, donc près de Marseille, qu'on les forme sur des matériels où il y a des options, des leurres, des systèmes de radiocommunication, et qu'on leur livre des chars, donc ces AMX-10 RC, avec pas ces systèmes de communication et avec les leurs qui sont manquants. Ça leur pose problème. De la même façon que les difficultés de maintenance... sans les options sur lesquelles ils se sont entraînés. Voilà. Simplement, est-ce que vous irez en Russie également ? Est-ce que vous essayerez d'aller en Russie ? Ou c'est pas votre propos ? Non, mais le problème de fond, c'est qu'il faut savoir choisir son camp. Je veux dire, moi, très objectivement, dans cette guerre, il y a un agresseur qui est la Russie, un agressé qui est l'Ukraine. Et que donc, par rapport à cela, je soutiens et nous soutenons de la manière la plus forte et symbolique qui soit l'Ukraine. Parce que c'est un élément important. C'est un élément important pour l'Ukraine. Parce que ce pays veut retrouver sa liberté, son indépendance et recouvrir toute sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Pour rassurer, je n'étais pas en train de mettre sur le même plan les deux pays. Le Donbass, peut-être que votre message politique pouvait porter aussi en Russie. Le Donbass et la Crimée, c'est l'Alsace et la Lorraine. Et que donc, par rapport à cela, pour eux, je dirais, il y a cette volonté d'aller jusqu'au bout. Mais aussi... il y a un combat qui est un combat tout aussi fondamental, même s'ils ne le mettent jamais en avant. Celui des valeurs. Et de la démocratie, et de la liberté, et de la vision que l'on a de l'ordre international demain. Est-ce que celui-ci reposera sur le droit, ce que nous défendons, ou est-ce qu'il reposera sur la force, ce que Poutine veut imposer, et d'autres peut-être derrière lui. Et donc, là, c'est un enjeu aussi qui est un enjeu majeur et important. Sénateur Folliot, on vous félicite pour votre courage. Est-ce que quelqu'un veut... Oui, j'aurais voulu poser une question. Là, il nous apporte des informations très très précises, notamment sur l'AMX. Mais est-ce qu'ils vous ont chargé en quelque sorte de relayer ces messages auprès des autorités politiques, voire militaires françaises ? Comment ça se passe après une mission de ce type ? Écoutez, tout d'abord, en me recevant, c'est une façon de relayer ce message. Parce que c'est un élément et un enjeu important. On n'y va pas par plaisir, c'est pas des vacances, si vous me permettez l'expression. Et c'est compliqué, c'est dur, c'est difficile. Et donc, oui, ce message, ils nous ont fait passer. Le ministre de la Défense ukrainien que nous avons rencontré en fin de visite nous a dit un certain nombre de choses. Avec une constante que nous avons ressentie de manière, je veux dire, très forte. C'est toujours, que ça soit à la base, avec des officiers, jusqu'au ministre de la Défense, la volonté de préserver les vies humaines, qui est l'absolu contraire de ce que font les Russes.
60 000 Russes morts ou blessés ou mis hors de combat pour la seule prise de Bakhmout. Essentiellement des mercenaires de Wagner, peut-être, mais des Russes quand même. Et de l'autre côté, au niveau de l'Ukraine, c'est cette volonté de préserver, j'allais dire, la vie des soldats. Et c'est pour ça que quand ils insistent, les officiers, pour nous dire il faut les moyens adéquats par rapport à nos hommes qui utilisent les AMX-10 RC, qui en fait maintenant devient juste qu'un appui d'artillerie, hein, si vous me permettez l'expression, avec le petit canon de 105, le canon de 105 qu'il a. C'est leur souci, essayer de préserver donc leurs soldats. Les vies humaines. Romain. Très vite, l'AMX-10 RC n'est pas un char. C'est un engin blindé qui sert à une chose, c'est à se déplacer rapidement le long de la ligne de front, à reconnaître le camp d'en face et éventuellement, quand il y a quelque chose d'un peu menaçant, avec son gros canon, de pouvoir tirer. Mais ça ne sert pas à faire ce que fait le Léopard, par exemple, qui est de effectivement aller au contact avec l'ennemi. Et à mon avis, il y a une dangereuse manipulation de la part du gouvernement français qui a été de dire et de répéter que la France livrait des chars, parce que ce ne sont pas des chars. Moi, je suis un peu prudent quand même quand on dit que c'est cette décision française qui a déclenché la démarche des Allemands, parce que les Allemands savent très bien ce que c'est qu'un char, et ils ne sont pas dupes une seule seconde quand les Français annoncent la livraison de 14 AMX-10 RC. Et un autre petit détail, les Allemands n'ont pas été les premiers à livrer des chars, les Polonais en avaient déjà livré en volume, alors certes pas aussi moderne que les Léopards, mais ils en avaient déjà livré pas mal. Bon. Juste deux points pour rappeler que le char s'est fait effectivement pour avoir une puissance de feu et protéger l'équipage. Et donc effectivement, les images qui ont été présentées en boucle, souvenez-vous, on en parlait, moi, au tout début de l'offensive, et sans les avoir vus de près, j'en voyais un, il avait la chenille déposée sur le côté. Peut-être sauté sur une mine, j'en sais rien. Mais il n'y avait aucun blessé, aucun mort. Et donc, il avait rempli sa mission, premier point. Deuxième point, ça se répare très vite. On change la chenille et on le répare. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la MX-10 RC, j'ai servi sur la MX-10 RC, on ne me dira pas qu'on a expliqué aux Ukrainiens que c'était un char d'assaut. C'est pas vrai. Il a une conduite de tir qui est performante, mais il n'est pas blindé. Parce qu'il a été fait comme ça. Il était fait pour flotter. Donc, il n'était pas blindé. Et donc, tout le problème est d'utiliser le matériel pour ce qu'il a été fait. Le Léopard pour percer, la MX-10 RC pour arriver sur les flancs et faire des cavalcades. Le mot de la fin, sénateur Folliot, est-ce que ce que vous avez vu vous rend plutôt optimiste? Oui. Par rapport à une volonté, je les ai sentis fatigués, mais je les ai sentis plus que jamais déterminés. Et ça, c'est un élément essentiel et fondamental. Parce que eux, ils savent pourquoi ils se battent. Les Russes en face, certainement pas. Et c'est ce qui fera la différence, in fine. Mais ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos moyens. Ils ont besoin d'avions. Ils ont besoin de chars lourds. Ils ont besoin de systèmes de défense anti-aérienne. Ils ont besoin d'artillerie. Ils ont besoin de beaucoup de choses et de beaucoup d'éléments pour faire de telle sorte que cette guerre ne s'enlise pas. Et faire de telle sorte qu'ensuite, ils puissent être en position pour arriver à la négociation. Et après, il y a tous les enjeux dont j'ai entendu que vous parliez tout à l'heure, de la nécessaire sécurité qu'on devra leur apporter pour après le conflit. Parce que c'est un élément fondamental. Il ne faut pas que ce qui s'est passé entre 2014 et 2022, où nous avions eu un front gelé, et les Russes qui sont repartis, qu'ensuite nous ayons un deuxième front gelé qui sera le prémisse de nouveaux conflits dans quelques années. Merci. Ça, beaucoup. ils n'en veulent pas. Merci Philippe Folliot. Vive la liberté, vive la souveraineté retrouvée et vive le Tarn et l'Aveyron qui sont de magnifiques régions. Je ne vous le fais pas dire. Merci beaucoup. Merci Dominique. Merci Yves.